17 mai 2024, Madame, Monsieur, merci de nous rester fidèles et suivre ce magazine Kiosque. Le 17 mai, la République démocratique du Congo célèbre les militaires congolais tombés sur le champ de bataille et ceux qui servent encore sous les drapeaux. Le 17 mai, nous nous souvenons encore de l'entrée des troupes de l'AFDEL à Kinshasa qui avait fait chute au régime Mobutu. Nous allons parler tout au long de ce magazine Kiosque. Alors nous allons aussi revenir sur la rencontre hier entre le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo et le cardinal Fridolin Ambongo. Le malentendu a été dissipé, a dit le prélat catholique à l'issue de cette rencontre. Analyse et commentaires, c'est avec nos invités ce matin. Ils sont à deux. Ben Kayembe et face à Christian Moleka. Ben Kayembe, bonjour. Bonjour Gisèle, merci beaucoup pour l'invitation. Vous avez dit tantôt qu'on célèbre nos forces armées tombées sur le champ de bataille. Mais jusqu'à preuve du contraire, il n'y a rien qui est fait. La journée, tout ce que j'ai vu ce matin, c'est, je vais appeler ça une marche de santé que nos militaires sont en train de faire sur le boulevard. Et pourtant, c'est une journée où on devait normalement avoir des activités qui tendent. Mais j'apprends qu'il y a une activité du côté du stèle mémorial au niveau des Forescov. Hein? Le rond-point Forescov. Ouais. Moi, je n'ai vu que le boulevard. Là, on a mis le soldat congolais. Oui. Non, normalement, chaque année, il y a une activité là. J'ai vu les militaires qui ont barricadé depuis magasin. Ils ont pris une balle pour une marche de santé, quelque chose comme ça. Mais rien n'est fait jusque-là. Mais j'espère qu'on va épiloguer là-dessus. Vous aurez souhaité quoi à la place? Faire quoi? C'est-à-dire que les militaires qui sont aujourd'hui au champ de bataille devaient voir comment on honore la mémoire de ceux qui ont combattu avant eux. C'est aussi un motif, c'est une façon aussi de motiver nos vaillants militaires qui sont au fond. Ok. Merci Ben Kayembe. Christian Moleka, bonjour à vous. Bonjour madame, bonjour pour l'invitation et je salue tous ceux qui nous suivent de partout. Voilà, alors tout d'abord cette nouvelle triste avec cet accident de circulation survenu au quartier Badara, hier non loin de l'aéroport de Ndjili, de la commune de Lantsele. On parle de 17 morts avec plusieurs blessés. Comment vous avez accueilli cette nouvelle triste? Avec beaucoup d'émoi, parce que ce n'est pas la première fois que sur ce tronçon-là, on a des accidents. Ceux qui connaissent un peu la cartographie de la ville, si vous prenez l'entrée Nzoko ou la sortie Nzoko, de la sortie Nzoko jusqu'à l'aéroport, ça doit être peut-être la 5e ou le 6e accident qu'on a connu, avec beaucoup de pertes de vie humaine. Et malheureusement, ce sera pour 2 jours d'actualité, puis on va oublier, et les solutions profondes ne seront pas réglées. Alors que les problèmes est connu. Pour la sortie Nzoko, il y a une crevasse, il y a un trou sur le boulevard. Le feu ne fonctionne plus. Il n'y a pas un roulage pour réguler l'entrée et les sorties de ceux qui sortent et ceux qui vont vers le boulevard. Pour le boulevard, la tendance pour beaucoup de chauffeurs, lorsqu'ils sont déjà à partir de la rivière Ntswenge, ceux qui connaissent un peu le chemin, pour qu'ils montent vers l'aéroport, ils prennent de la vitesse. Inversement, ceux qui viennent de Campem, Bibois, lorsqu'ils dépassent l'aéroport, ils prennent de la vitesse. Donc le boulevard est très large, ils prennent beaucoup de la vitesse. Il n'y a pas de séparateur. Il n'y a pas aussi des dodanes. Il n'y a pas de dodane, il n'y a pas de lumière la nuit, il n'y a pas de panneau d'éclairage, donc c'est noir la nuit. Et donc sur ce tronçon-là, il y a énormément d'accidents parce que Badara, qui auparavant était un camp militaire, réservé d'ailleurs aux gendarmes, est devenu un quartier très habité. Et donc les gens traversent. Il y a un trafic de transport énorme, jusque vers Mangongel et tout ça, les gens habitent déjà. Mais si on ne prend pas les mesures pour réguler la circulation sur ces axes-là, ce coin-là, on aura toujours d'accidents. Il y a peut-être quelques mois, sur le boulevard Njoko, à l'entrée, on a eu le même cas d'accident. Toujours les mêmes véhicules, 207. Donc, il y a des problèmes à prendre en compte, à savoir ceux qui conduisent déjà le permis de conduire, le recyclage, l'état de la route, la limitation de vitesse pour des axes où on peut le faire, l'éclairage, et puis, pour l'entrée de Njoko particulièrement, arranger la route. C'est ça qui fait qu'on a ces accidents. Et si l'État se limite à venir ramasser les corps, ben on va continuer à ramasser les corps, parce que ce coin-là, je vous rassure, ça passe pas de mois sans qu'on ait un accident et que les gens meurent.
Il n'y a pas de solution. C'est devenu récurrent. Hein. C'est récurrent, il n'y a pas de solution. Donc on ramasse les corps et puis on oublie, on attend le prochain accident, on va en parler 2 jours puis on oublie. Alors que l'État peut réguler la vitesse en mettant des panneaux de limitation de vitesse sur ces axes-là. Le problème c'est la vitesse déjà. Pour la partie allant de la rivière Tchouengue à l'aéroport, réguler la vitesse, mettre la lumière pour que la nuit quand on roule, on voit la lumière. Éventuellement un séparateur, pour l'entrée encore, arranger la route, arranger le panneau de circulation qu'on a mis, qui ne fonctionne plus, les panneaux sont éteints, et permettre à ce que l'arrêt qu'on a créé à l'entrée là avec les motards, tout ce qui prennent de bibois, soit également bien réglementé, on aura moins d'accidents. Voilà, même KMB, les témoins sur place parlent de l'excès des vitesses, des non-respect du code de la route, les changements de bandes avec ces chauffeurs des taxibus, communément appelés D107, et puis même ces camions bennes. C'est interdit de circuler la journée. Hein. Il y avait une décision de l'hôtel des villes comme ça, qu'il fallait qu'ils circulent après 21h. Si je ne m'abuse, oui. Ce sont des remorques, pas ces véhicules-là. Ça veut dire que les bennes qui transportent, par exemple, les caillasses, les sables, je ne crois pas qu'il y ait une interdiction par rapport ils ne sont pas sous interdiction. Je ne crois pas. Non. On a interdit tout simplement les bennes qui arrivent du Congo central, ils doivent rester vers Matadi-Kiba, quelque chose comme ça, jusqu'à... Mais c'est respecté la mesure. De temps à autre, c'est discutable. Le respect de cette interdiction est discutable parce que par moment, vous retrouvez les remorques à 12 h vers Matadi-Kiba, là, ça crée des bouchons énormes. Mais bon, après, la RDC n'a pas un problème de loi, tout simplement, l'application, les mesures contraignantes pour que les Congolais respectent ces lois qui posent problème. Je n'ai pas eu beaucoup de détails quant à cet accident. Mais en regardant les images, j'ai vite compris que ça s'agissait bien et bien d'un excès de vitesse parce que connaissant les chauffeurs D107 et la façon dont ils conduisent lorsqu'ils voient 4 bandes totalement libres, c'est-à-dire ils vont à gauche, à droite, à tout moment, ils ne veulent pas attendre ne serait-ce que quelques secondes pour laisser la place à l'autre. Il n'y a même pas de clignotant, d'effet de signalisation, il n'y en a même pas. Ils quittent ces bandes vers un autre, tout ça un peu là en désordre. On parle de plus de 30 morts, c'est quand même énorme. Mais après, qu'est fait la RDC? Un bilan provisoire, hein, mon débatteur l'a dit ici, bon, qu'est fait la RDC? Aujourd'hui, les chefs de corps sont plutôt dans des réunions pour savoir où je serai, quelle est ma place, les enfants et tout ce qui va avec. Qui va s'intéresser à ces morts atroces en RDC? Aujourd'hui, on en parle, je n'ai vu aucune autorité, en tout cas, sauf si je ne suis pas informé, je n'ai vu aucune autorité arriver sur les lieux. Le bourgmestre était là. C'est la première autorité là. Je vous le conseille. Un peu plus proche je vous le conseille quand même, le bourgmestre est arrivé. Mais après, les bourgmestres ici, nous le savons bien, les bourgmestres ne font que subir les actions. Qu'est-ce qu'il va faire? Il vient constater, il fait une déclaration à la télé, mais après, il n'y a même pas de solution. Jusqu'à ce matin, qui vous dit qu'on a déjà identifié ne serait-ce que 5 personnes? Je ne pense pas. La première des choses, c'est d'identifier X qui est décédé, il venait d'où, voir s'il y a des cartes, ainsi de suite, alerter les familles, parce que jusqu'à preuve du contraire, vous allez voir même qu'il y aura des familles qui ne seront pas informées qu'ils ont perdu quelqu'un. Donc ça veut dire que les services devaient aussi fonctionner dans ce sens-là. Tous ces services de l'État qui sont payés matin, midi, soir, qui ne font pas leur travail, c'est l'occasion de montrer qu'ils sont là pour quelque chose. Mais jusqu'à preuve du contraire, on n'a pas des informations, on ne sait pas exactement ce qu'elles visent, on ne sait pas si on a retrouvé les chauffeurs, ainsi de suite. Donc tous ces détails-là, on en a totalement besoin parce que le bourgmestre est arrivé. Est-ce qu'il vous a dit s'il y avait combien de passagers, s'il y avait X, il y avait Y, on doit identifier ce qui est le propriétaire du véhicule. Tout ça n'a pas été fait. Vous allez voir qu'on va arriver à un moment où l'État débloque de l'argent, on va enterrer les gens qui sont décédés, et puis bref, c'est fini. Je vais vous, parce qu'on parle de ceux qui tombent comme ça matin, midi, soir. Regardez aujourd'hui nos martyrs qui sont enterrés vers, on appelle ça quoi, je crois, c'était vers Assosa, où aujourd'hui on a vendu. Il y a les supermarchés qui naissent là-bas matin, midi, soir. Il y a les martyrs qui sont tombés, qui sont enterrés là-bas. C'était une façon pour nous de nous souvenir, ça veut dire de jeter des fleurs. Vers Sayo, vous dites. Vers Sayo plutôt, comme vous le dites, c'est vers Sayo. Mais aujourd'hui, il y a des supermarchés là-bas. Ça veut dire qu'aujourd'hui, on n'a même plus de traces des héros de la République démocratique du Congo. Certes, on célèbre la journée pour commémorer les martyrs de l'indépendance, mais après, on n'a même pas de traces.
Il n'y a même pas d'indices, il n'y a pas de mausolées. La seule endroit qui nous restait, c'était les seuls endroits qui nous restaient, c'était les cimetières. Mais aujourd'hui, on a construit des supermarchés là-dessus. Est-ce qu'on sait honorer aujourd'hui nos vaillants, les gens qui ont donné de leur vie pour que cette République aujourd'hui aille au bon port? Mais on ne sait pas honorer la mémoire de ceux qui ont combattu, de ceux qui ont, je vais dire ici, incité la révolution, sinon pousser les Congolais à la révolte. Aujourd'hui, on ne sait pas commémorer leur combat. C'est quand même regrettable. Aujourd'hui, on va parler... Heureusement qu'il y a une journée du 17 mai. Hein. Aujourd'hui, on célèbre nos vaillants militaires. Bon, là, au moins, c'est une reconnaissance. Vous parlez du rond-point Forescom. Mais tout à l'heure, ici, après l'émission, peut-être que je ferai un tour pour voir. Mais moi, je vous dis, à ma connaissance, il n'y a rien. Parce que s'il y a quelque chose qui est organisé, ça devait être officiel. Nous, journalistes, on devait avoir l'information qui écoutait aujourd'hui, telle journée, mais il n'y a pas d'information dans ce sens. Vous également, vous êtes journaliste, il y a une rédaction ici. Je ne pense pas que jusqu'ici, nous parlons, nous sommes 10 heures, vous n'avez pas l'information qu'il y a une activité, non loin de chez vous d'ailleurs. Donc je pense qu'il faudrait revoir cet aspect des choses et mettre des services de l'État en contribution pour que, quand il y a une situation pareille, que les services d'intelligence arrivent rapidement et que les Congolais aient l'information pour que la famille sente au moins que l'État fonctionne. Mais l'armée va se retrouver là-bas, il y a une activité. Ah, vous avez... Les porte-parole, oui, je vérifie. L'armée va se retrouver là-bas. D'accord. Alors le 17 mai, on en parle directement avec Christian Moleka. Qu'est-ce que cette journée représente pour vous? Une journée dédiée aux forces armées, aux forces loyalistes, ceux qui sont tombés et qui sont encore dans les champs de bataille. Pour moi, ça devait être une journée de regret. Parce que moi, j'ai quand même connu, dans ma petite jeunesse, l'armée au sens glorieuse du pays. J'ai quand même eu dans ma famille pas mal de gens qui étaient dans l'armée, des hauts gradés. Et pendant un moment, j'ai passé même mes vacances au Kankokolo, parce que j'avais un oncle qui était colonel. Et nous allions habiter le quartier des officiers qu'on appelait 10 maisons. Et là, j'étais tout jeune, mais quand on préférait aller au camp, parce que quand on allait au camp, d'abord on jouait très bien, il y avait la pelouse, la bouffe c'était rien, hein. On avait du lait, on avait les macayabou, et c'était tous les jeunes garçons de la famille qu'on envoyait au camp. D'abord pour la discipline, parce qu'avec l'oncle, tous les garçons allaient faire la discipline, vous faites la corvée, couper la pelouse, il y a pelouse, vous coupez la pelouse. Donc les vacances on les passait au camp militaire. Au camp Kokolo. Hein, tous les jeunes. Attention, il y a les camps Kokolo devant et puis l'autre, les camps des officiers. Je parle du camp Kokolo. À l'intérieur, il y a un quartier qu'on appelle 10 maisons qui étaient les quartiers des officiers. Oui. Moi, j'ai passé mes vacances pendant un temps là-bas. Dans le camp des officiers. Oui, à l'intérieur du camp Kokolo. Comment ça se passe là-bas? Il y a le camp Kokolo au début. Non, à l'intérieur du camp Kokolo. À l'intérieur du camp, il y a une partie pour les sous-officiers, il y a une partie pour les officiers. Ceux qui connaissent les camps connaissent ça, on l'appelle 10 maisons. Et derrière, il y avait la tribune pour les parachutes tombés. Moi, j'ai passé deux vies différentes. C'est dans le camp. Moi, je parle des années 80. Dans le camp, à l'intérieur du camp. Moi, j'ai passé mes vacances là-bas parce que mon oncle était officier et que, pas le seul, en tout cas pas moi, tous les garçons, on nous a menés au camp, discipline, Bokinekuna, et on passait nos vacances là-bas. Je vous dis, l'enfant de militaire n'avait rien à envier avec l'enfant d'un civil. Parce qu'on se retrouvait à 10 garçons chez notre oncle. On dormait bien, on mangeait bien, et on n'avait rien à envier. Ils n'avaient rien à envier, mes cousins, les enfants des civils. Oui, dans ce pays, le militaire d'Isaïr à l'époque avait une tenue pour rester à la maison. C'est-à-dire, il a des polos verts, il a son tenue, il a même des espadrilles, donc ce qu'on appelle le catch militaire. Il a son lit de camp. Il a les gobelets, il a tout ce qu'il faut pour manger. Je peux dire qu'on faisait, peut-être, tu peux faire un mois, tu ne le vois jamais en tenue civile. S'il change de vêtements, s'il met un parka, il met un parka de militaire. Dans ce pays. Des tricots de militaires. Dans ce pays. Aujourd'hui, il n'y a qu'à voir comment on remet l'équipement aux soldats. Il doit acheter sa botte, parfois la tenue est trop grande, et parfois c'est pas complet. Aujourd'hui, il y a la guerre, non? C'est pas comme le problème, c'est il faut que nous nous remettions en question. Nous avons, de manière systématique, déstructuré l'armée. Et donc, aujourd'hui, devait être un jour de réflexion sur ce qu'est devenu l'armée dans notre pays. Nous l'avons déstructuré, nous l'avons affaibli, nous ne donnons plus la valeur aux questions militaires.
Et ce n'est pas uniquement en allant devant une statuette au rond-point Forescom qu'on règle le problème. On devait avoir aujourd'hui des moments de grande réflexion sur l'armée. Parce que l'armée, c'est le socle d'un pays. Sans l'armée, l'État n'existe plus. Et si nous parlons chaque jour agression, nous parlons des intérêts d'autres, c'est parce que l'armée aujourd'hui est faible. Mais on parle des mémoires. Pourquoi on commémore? On commémore pour garder la mémoire vive, pour que les gens se rappellent du passé. Est-ce que nous avons des musées de la guerre? Pour un pays qui a traversé autant d'années, pourquoi on n'a pas des mémorials sur la guerre? Les Américains ont des cimetières militaires. Vous allez aux États-Unis, vous connaissez Arlington. Le président est allé à Arlington. Au Congo, où sont les militaires? À Kinkole, comme tout le monde. Des cimetières militaires existent, des musées de guerre existent, des mémorials existent. La mémoire, ce n'est pas pour les officiels. La mémoire, c'est pour les générations qui viennent. Donc, il ne faut pas faire des cérémonies uniquement officielles où on vient, on dépose une fleur et puis on part. Comment on fait pour que les enfants qui viennent demain gardent la mémoire? On devait avoir dans les écoles des journées patriotiques où on parle autour des questions de l'armée. Le président, en début de mandat, a parlé des services militaires obligatoires. On n'en parle presque plus. C'est ça les questions liées à l'armée. Les questions des fonds qu'on n'aborde pas. La cantine militaire, qui n'existe presque plus. C'est des questions de fonds qu'on devait se poser. Et pour moi, des journées comme aujourd'hui devaient être des journées de profonde réflexion sur l'armée du Zaïre, qui a été une armée puissante, qui a à un moment donné été une armée, je dirais même, des régulations pour toute la région. C'est à partir du Zaïre que l'armée a joué un rôle en Angola, à partir du Zaïre au Congo-Brazzaville, à partir du Zaïre, la bande à Ouzou, au Tchad, jusqu'en Libye, à partir du Zaïre en Ouganda. Ce qui faisait même la fierté de notre pays, c'était l'armée zaïroise de l'époque. Des années après, qu'est-ce qui reste de notre armée? De sa fierté, de son organisation, de son fonctionnement. Et comment on fait pour redonner au pays une armée forte, une armée dissuasive, qui nous redonne de la fierté. Et que les voisins disent, tiens, ces gens-là, ils ont une armée puissante, on ne peut plus aller faire des blagues comme auparavant. C'est ça les questions de fond qu'on devrait aujourd'hui célébrer. C'est bien d'avoir un mémorial où on va déposer les fleurs. Mais aujourd'hui, on devrait donner des médailles. On devait couronner ceux qui ont fait des actes de bravoure. C'est le jour où, au nom de l'armée, on célèbre le passé, oui, mais on célèbre également le présent en donnant des médailles, en décorant ceux qui ont fait les bons services militaires, ceux qui sont blessés les militaires. On devait visiter les militaires dans les hôpitaux, ceux qui sont tombés sous les fronts ou qui ont perdu la jambe, pour les mettre en valeur. On devrait avoir des militaires qui témoignent. C'est ça, célébrer une journée de l'armée. C'est ça, célébrer une journée de l'armée. C'est pas uniquement venir à 10 h, on dépose la fleur, à 13 h, c'est fini, tout le monde a oublié, et demain on parle d'autre chose. Il faut que nous quittions le folklore et que nous entrions en profondeur des choses. Ailleurs, on peut construire le patriotisme par l'armée. On peut construire l'attachement du pays par l'armée. Par la fierté qu'il construit. C'est pour ça que les défilés militaires, les déploiements militaires font partie de ce qu'on appelle les éléments de puissance. Parce que ça construit la fierté d'un peuple. Quand vous assistez devant votre armée qui défile, devant la puissance qu'on déploie avec les armes, pour les enfants qui voient, ils construisent la fierté dans leur pays. L'armée est un élément de fierté, de construction du patriotisme et de l'identité nationale. Donc si on ne travaille pas en profondeur sur ça, on va rester dans les choses basiques, à savoir on vient, on dépose une fleur, mais on n'aura pas réglé les problèmes de fond, qui est un problème de perception de l'armée par la population, de refonte de l'armée pour avoir une armée profonde, mais également de construction de la mémoire dans la durée. Est-ce que vous savez que, peut-être pour finir, l'un des moments forts de l'histoire de notre pays, c'est la révolte des Batetela, qui est une révolte militaire, durant la période coloniale. Combien de Congolais aujourd'hui connaissent encore la révolte des Batetela? Quand on parle de la révolte des Batetela dans l'époque coloniale, c'est dans la force publique, c'est la révolte des militaires. Mais très peu de Congolais connaissent cette période de l'histoire où on a eu une fronde dans la force publique, des éléments d'origine Batetela, et qui a pris du temps pour être muté, pour être maté par l'ordre colonial. Mais c'est des moments d'histoire qu'on devrait enseigner. Mais très peu de Congolais connaissent cela. On n'en parle même pas. Alors Ben Kayembe, cette journée du 17 mai, c'est quand même important de célébrer nos vaillants militaires qui ont combattu et remporté plusieurs batailles. On peut citer quelques-unes à l'est de l'Afrique, en Birmanie, en Éthiopie, au Cameroun. Si on se rappelle de toute cette histoire-là, il y a lieu de célébrer nos militaires, bien qu'aujourd'hui, comme a dit Moleka, il y a un peu un affaiblissement, mais là,
Non, mais le problème, c'est bien beau de commémorer, mais comment on les fait? Est-ce qu'aujourd'hui, à partir de cette date, nos enfants qui sont à l'école peuvent se faire une idée de ce que c'est la journée du 17 mai? Je ne pense pas. Regardez même aujourd'hui la télé depuis ce matin, vous allez voir, déjà qu'on a, je vais dire à mon avis, on a dénaturé la journée. Déjà qu'on commémorait à cette époque, on parlait plus de l'entrée de l'AFDL à l'époque, mais aujourd'hui on célèbre les forces armées de la République. On a quand même dénaturé aussi l'histoire, parce qu'aujourd'hui, en lieu place de retracer l'histoire, parce qu'il faut le rappeler, à l'époque on appelait ça la libération, lorsque l'AFDL est entrée. Mais aujourd'hui, quand on célèbre nos forces armées, il faudrait donner un contenu, il faudrait donner un sens à ce que l'on veut réellement commémorer. On devait avoir des activités, déjà, par exemple, relater une histoire, nous dire d'où est parti nos forces armées jusqu'à aujourd'hui, dans quel état se retrouvent nos forces armées. Aujourd'hui, il y a des gens qui ont vécu depuis à l'époque de Mobutu. Il y a par exemple le général Baramoto qui est encore en vie. C'est des gens, ce sont des bibliothèques vivantes. Ça veut dire qu'aujourd'hui, le général Baramoto peut vous relater l'histoire depuis Mobutu jusqu'à aujourd'hui. Ça veut dire que des histoires pareilles, nous en avons besoin pour les générations futures. Par exemple, nous ici, nous devons avoir des informations. Qu'est-ce qui s'est passé? Comment Mobutu gérait à l'époque? Comment l'armée était configurée jusqu'à aujourd'hui? Parce que nous célébrons nos forces armées. Il faudrait consulter des sources pareilles. Venir par exemple à la télé, la RTNC pouvait nous offrir ça. Par exemple, les enfants qui sont à la maison doivent quand même connaître l'histoire de nos forces armées. Mais malheureusement, aujourd'hui, vous allez voir par exemple, déjà, j'apprends que les chefs de l'État seraient peut-être concentrés pour voir qu'est-ce qui se passe au niveau de l'Union sacrée, parce qu'il va recevoir lui-même les députés nationaux. Vous voyez un peu tout ça, à lieu et place de se préoccuper aujourd'hui de nos forces armées pour que ceux qui sont au front aient quand même certaines motivations, dire, écoutez, regardez comment on nous donne une place de choix. C'est-à-dire, nous devons faire de même que les héros qui sont tombés avant nous. Ça veut dire que si aujourd'hui, je meurs pour la cause nationale, c'est que je serai honoré à ce niveau-là. Même ma famille serait fière de moi. Ce devait être une journée où, par exemple, on va dire même le ministre de la Défense, même le Premier ministre, va quand même aller voir le vœu des différentes familles qui sont restées depuis que les papas sont tombés il y a longtemps. Ça devait être des moments pareils, d'échange. On peut créer un dîner avec tous ces veuves, tout ça. Donc on devait avoir un contenu. Aller au niveau des Forescom, déposer des gerbes de fleurs ne suffit pas. Encore que ces gerbes de fleurs, bon, après, ils les font. C'est comme si c'était une simple procédure pour plaire, par exemple, aux Congolais. On va les faire pendant 10-30 minutes, et puis c'est fini, les gens vont se disperser. Qu'est-ce que les Congolais doivent retenir de la journée? Ça, l'État ne nous offre pas. Ça veut dire que les Congolais doivent chercher de l'information, les Congolais doivent les célébrer à leur manière. Or, aujourd'hui, les gouvernements devaient normalement, parce que mon débatteur a dit ici, qu'est-ce que nous avons? Quel est le lien que nous avons réservé aujourd'hui pour commémorer cette journée? On va dire Forescom, la pluie tombe, matin, midi, soir. Qu'est-ce qu'il y a de significatif? Quels sont les symboles aujourd'hui? Il n'y en a presque pas. Il n'y en a presque pas. Même si vous allez, les chefs de l'État, bon, même s'il ne faudrait pas les citer, nos dirigeants, quand ils vont même ici au Rwanda, on leur montre des endroits, on va leur montrer, regardez nos héros qui sont tombés, on les a enterrés ici, vous visitez, vous signez les livres d'or et tout ça, vous allez aux États-Unis, c'est la même chose. Mais ici en RDC, si par exemple un Brazzaville souhaite venir commémorer avec nous, on l'amène où? Il viendra tout simplement, on va l'amener à Bandal, il va prendre la boisson et puis il va rentrer. Qu'est-ce qu'on va réellement montrer à cet étranger qui voudrait commémorer avec nous? Ou sinon, si un chef d'État voudrait bien le faire avec nous, on va l'amener où? Qu'est-ce qu'il fera ici en RDC? Donc ça veut dire que l'État doit prendre conscience. Une journée, ça devait être une journée, comme on l'a dit, les co-débatteurs, devait être une journée de réflexion. C'est-à-dire une journée où on marque une rupture, par exemple, au sein de l'armée, on rassemble tous les généraux, même les anciens, on les rassemble, une réflexion profonde pour voir qu'est-ce qu'il faudra apporter réellement avec nos forces armées de la République. Merci Ben Kaïm. Alors venons-en à la rencontre entre les chefs de l'État Félix-Antoine Tshisekedi et le cardinal Fridolin Ambongo, Christian Moleka. C'était hier, après les dossiers judiciaires qui est encore en cours, hein? Ou bien c'est la fin de cette affaire? Comment est-ce que vous percevez cette rencontre? Juste une parenthèse avant d'aborder le sujet. Moi, je conseillerais
je pense que l'émission est très suivie, à nos dirigeants. Aujourd'hui, c'est vraiment le jour où on doit bivouaquer avec les militaires. Soit les ministres de la Défense, soit le président. Allez bivouaquer avec les militaires. Ceux qui sont à la ligne des fronts, qui sont dans la ligne de derrière, rencontrez, bivouaquez avec eux, prenez les photos. Le pays a besoin des symboles. Tout le monde dit que nous sommes en guerre. Mais le pays a besoin des symboles. On construit la mémoire avec des symboles. Et les symboles, c'est des dirigeants qui vont, par exemple, dans un bivouac, avec des militaires qui viennent de sortir, quitter la ligne des fronts. Attendons en train de manger, en train de bivouaquer. Ce sont des images. Mais j'ai vu un militaire ce matin sur le boulevard, il me dit, il part à Kiboma. Moi, je ne parle pas du boulevard. Il y a une activité aussi là-bas. Je ne parle pas du boulevard. Je vous dis à Saké, à Goma, il y a des militaires qui viennent prélever des lignes de front, avec lesquels on peut bivouaquer. Cette image-là, c'est une image importante, même pour ceux qui combattent. Le pays a besoin des symboles. Et ceux qui gouvernent doivent construire des symboles. Ces symboles-là, c'est ça qui construit la mémoire, c'est ça qui construit la fierté, l'appartenance à l'identité nationale. Maintenant, prenons la question que vous venez de poser, celle de la rencontre entre le cardinal et le président de la République. Il me semble que ce soit un choix de médiation, parce qu'il y avait quand même le nonce apostolique au milieu. Et si le nonce apostolique a accompagné, on suppose qu'il y a une démarche du Saint-Père, ou tout du moins de l'Église universelle, pour avoir un peu de la calmie entre l'Église au Congo et les pouvoirs politiques. On le sait, depuis 2018 pratiquement, il y a énormément de tensions entre l'Église et le pouvoir politique. C'est parti la problématique de la gratuité, c'est passé par beaucoup de questions. Dernièrement, il y a eu la MOE qui a été mise en place, la MOE SCC Senko, dont tout le monde redoutait les rapports et les observateurs, les déclarations du cardinal après les élections, le feuilleton aéroport avec le salon diplomatique, donc énormément de sujets, sa prédication à la veille de Pâques avec les jeunes catholiques, puis les déclarations dans les médias, donc il y a énormément de questions qui fâchaient entre l'Église et les pouvoirs politiques, et le point d'orgue, ça a été cette instruction d'information qui a été lancée, et je crois qu'à un moment donné, la solution peut-être d'une détente a été pensée, et la rencontre peut être considérée comme un début de détente, tout du moins des solutions de médiation avec au milieu le nonce apostolique qui est le représentant du pape en principe. Et donc il y a probablement de passerelles qui sont mises en œuvre pour tenter de calmer la tension entre l'Église et l'État. On peut dire que cette affaire judiciaire c'était sérieuse, hein? Alors il fallait voir les chefs pour atténuer, pour mettre de côté les dossiers. C'est un niveau, je dirais, d'hostilité assez ouverte. Parce que quand vous prenez l'option d'amener le cardinal devant la justice, avec des risques probablement de condamnation, c'est un choix d'un conflit ouvert avec non pas seulement le cardinal lui-même, mais la SENCO et l'Église universelle. Et je crois que la voie de la sagesse, c'est celle d'une solution diplomatique et d'une solution de médiation. Je crois que c'est ce qui a été adopté et probablement on pourra voir que la question judiciaire pourra être mise en veilleuse. On peut oublier cela. Peut-être mis en veilleuse, oui. De toute façon, on a vu les cardinals, Ben Kayemba sortir, il dit je sors avec un sentiment de satisfaction, il n'y a plus de problème, pour moi il n'y a plus de problème, et satisfaction et gratitude envers des chefs de l'État. Et puis, donc, il a dit, on peut dire que c'est fini, il n'y a plus de problème, il a quand même reconnu qu'il y avait des problèmes, mais qu'il a parlé des malentendus dissipés dans les réseaux sociaux. Bon, d'abord, il faut dire ici que par moment, la façon dont on traite les informations en RDC par moment devient aussi compliquée. J'ai rencontré un groupe de gens ce matin en sortant de mon avenir pour dire, je vais dire comme ils ont dit, au Moni Ambongo est au Singa pardon. J'ai dit, mais est-ce que vous comprenez ce que vous dites? Non. Avec au Singa pardon, j'ai posé la question, je dis, écoutez, s'il faudrait réfléchir, certes, les débatteurs l'ont bien dit, qu'il y avait une nonce apostolique au milieu, c'est-à-dire qu'il y avait un schéma de réconciliation. Mais si aujourd'hui, ce que le cardinal Ambongo a fait est considéré comme une infraction au niveau de la justice, de quel droit une rencontre avec les chefs de l'État peut anéantir une action entamée déjà la justice? C'est la question que je me suis posée. Parce qu'aujourd'hui, nous savons que le procureur général pour la Cour de cassation, Firmin Vondé, a déjà entamé une procédure judiciaire et qu'aujourd'hui, la rencontre avec les chefs de l'État
Est-ce que cette rencontre peut aujourd'hui anéantir cette procédure? Les magistrats suprêmes. Attention, il y a une nuance. Magistrats suprêmes. Attention, il y a toujours une nuance. Le chef de l'État n'a pas le droit de s'immiscer dans les affaires de la justice. Certes, il est le magistrat suprême, mais ce n'est pas en termes des injonctions. Parce que vous allez... Attendez, dans l'affaire Stani, il avait dit quoi? Non. Mais non, je vais mettre mon œil. Peut-être qu'il a mis son œil sur C'est quand même cette compliqué. justice Vous qui savez, est malade. on dit que cette justice est malade. Ouais. Mais qui la rend encore plus malade? Parce que le chef de l'État lui-même l'a toujours dit, je ne peux pas m'immiscer aux actions de la justice. La justice, par moment, lui donne la bonne marche à suivre. Quand on lui dit, par exemple, les cas les plus récents, le cumul des fonctions n'est pas autorisé par la Constitution. Mais malgré ça, il a fait. Dans ces cas-là, c'est à qui la faute? Est-ce que c'est la justice qui est malade? Ou il y a des autorités qui veulent rendre cette justice malade? Maintenant, ici, l'action est entamée en justice, il y a une rencontre, on a déjà, selon ce qui se rencontre, qu'il n'y aura plus de poursuites, ils se sont mis d'accord sur un certain nombre de faits. Ça veut dire qu'aujourd'hui, il y a eu un arrangement amiable. C'est-à-dire que ça impacte sur la justice. Et que diront les Congolais lambda qui sont arrêtés et qui n'ont pas la possibilité de rencontrer le chef de l'État? Il y a beaucoup de Congolais qui souffrent à Makala, madame. Ils n'ont pas la possibilité. Ils n'ont même pas des sœurs comme vous qui passent à la télé, qui peuvent citer leur cas pour que le chef de l'État écoute et puis il va quand même fourrer son nez. Vous souhaitez quoi? Non, mais c'est-à-dire que je regrette pour la justice de mon pays. Je regrette. Parce que moi ici, j'ai vu avec pompe comment on a crié sur les actions du cardinal Ambongo. Il fallait quand même laisser la justice faire son travail. Ne serait-ce qu'un semblant. Lui m'a dit que c'était des malentendus. Comment on va appeler ça malentendu? Oui. C'est-à-dire aujourd'hui, le procureur général a un problème de lecture. C'est qu'il a mal lu, c'est que le cardinal écrit ou c'est que le cardinal dit. Soit. Ça devient compliqué. Un procureur général qui entame une procédure en justice, mais qui a un problème d'information. Vous imaginez. Donc le procureur table sur un malentendu. On appelle ces pays où c'est quand même anormal. Donc, je regrette sur cet aspect des choses, c'est-à-dire si aujourd'hui l'action de la justice va s'arrêter là, il y a à boire et à manger avec ça. Il faut que ça continue selon vous. Non, mais ça doit continuer, tout à fait, parce que la justice doit donner des conclusions. C'est-à-dire qu'il doit continuer son action, écouter les cardinals s'il le faut, et puis nous donner une conclusion. Parce que l'affaire ne peut pas être classée comme ça sans suite. Les Congolais doivent savoir, on a ouvert des enquêtes, une action en justice contre les cardinals, dites-nous à quoi ça aboutit. Est-ce que réellement, il vous a expliqué ses propos ou donc, ça veut dire que ça laisse un flou. Donc, la justice est malade. Ceux qui la rendent malade sont ceux qui aujourd'hui dirigent ces pays. C'est quand même contradictoire. Je reviens à vous, Ben. Merci. Oui, mais Ben pose une problématique très importante. Moi, je crois qu'on peut d'ailleurs l'aborder sous un autre angle. Est-ce qu'il ne s'agit pas, malheureusement, d'une politisation de la justice dans notre pays? Si l'affaire judiciaire s'arrête parce qu'il y a eu des conclusions politiques, est-ce qu'on ne doit pas se demander si les ordres ne viennent pas de la politique pour que la justice s'enclenche? Et donc, puisque la politique aura réglé les problèmes, la justice va s'arrêter parce qu'en fait, la démarche était politique et non judiciaire. C'est une question qu'on peut se poser de la suite de ton raisonnement. Mais quoi qu'il en soit, on le sait, tout le monde répète, nous avons une justice malade, on a une justice qui est au pas du politique et l'indépendance de la justice, l'indépendance des trois pouvoirs d'ailleurs, reste un problème, et même pour le Parlement, l'indépendance des trois pouvoirs reste un problème. On a toujours un exécutif qui prend le pas sur le judiciaire et les législatifs, et donc on peut se questionner sur l'indépendance de la justice à lancer une ouverture d'information sans se recevoir des injonctions du politique. On peut se questionner sur ça. Et donc, si telle est la perception, je crois que la politique continuera à dominer sur la justice fort malheureusement. Jusqu'à ce que nous ayons une justice assez forte et assez indépendante qui soit capable de fonctionner sans l'intrusion et l'injonction de la politique. Et comment vous voyez la suite? C'est-à-dire quoi? Le cardinal va changer les langages? Parce qu'il ne va plus tenir des propos qui choquent? Je ne pense pas. Je ne pense pas. C'est juste de la calmie. On a vu l'année passée, lorsqu'il a fallu désigner le président de la CENI, des moments de tension entre l'Église et le pouvoir. Après, le président a reçu l'Église, notamment le même cardinal Ambongo, puis il y a eu un temps de calmie, puis c'est revenu. L'Église catholique
depuis longtemps, depuis le maréchal Mobutu, s'est toujours positionné comme un contre-pouvoir. Et donc, n'attendez pas que l'Église se soumette au pouvoir politique au sens où ils vont se taire. Non, ils ne se tairont jamais. Mais le cardinal... Mobutu n'avait jamais reçu Maloul, hein, comme c'est le cas avec Ambongo. Je rappelle quand même qu'entre Mobutu et Maloul, c'était plus grave qu'aujourd'hui. Que la JMPR a attaqué la résidence du cardinal Mobutu. Les Congolais oublient vite l'histoire. Si vous êtes sur le boulevard Saint-Doué, là où il y a l'Institut ISES, la maison de la jeunesse qui est là, c'est pas la résidence du cardinal. C'est la JMPR de l'époque qui attaque le cardinal Maloula, qui fuit le pays qui va à Rome, et la résidence du cardinal est vandalisée et elle est devenue une résidence du MPR. Avant de devenir maison de la jeunesse. Et c'est comme ça que le cardinal Mobutu va acheter le centre Lindongue en compensation pour construire pour l'église catholique. Donc on a eu dans ces pays des moments de tension très forts entre l'État et l'église. Ça n'a pas il y a eu aussi des rencontres pareilles. Oui, mais il y a eu des moments d'accalmie. Ce n'est pas pour dire que le pape est venu 2 fois ici, et que ce soit pour annualité, ainsi de suite. Il y a des moments d'accalmie. Il y a des moments d'accalmie entre l'église et l'État, que ce soit sous Mobutu, sous Joseph Kabila. Il y a eu des moments de tension avec le cardinal Monsengo. Il y a des moments d'accalmie où on a vu le cardinal Monsengo aller faire la messe pour Mouzé. Donc il y a toujours ce moment de dégel et ce moment de tension. Inhérent d'ailleurs à toutes les relations humaines. Aujourd'hui, c'est l'accalmie. On verra bien combien de temps ça tiendra. Mais probablement, si demain les questions, par exemple, les constitutions se posent, le cardinal parlera. Et c'est sûr qu'il y aura encore... Est-ce qu'il y aura encore ces temps-là, après cette rencontre un temps-là, comme d'habitude, hein? C'est comme si vraiment on a un peu... Déjà, il faut... la pression. Je ne pense pas. Déjà, il faut connaître le cardinal. Le cardinal a fait la théologie de la morale. C'est un moraliste. Et donc... Et il faut ajouter le fait également qu'il est Ngwaka. Donc, si vous prenez son tempérament, si vous prenez le style d'étude qu'il a fait, ce n'est pas la personne qui changera parce qu'on l'a reçu. Il fait partie quand même de ces 9, c'est-à-dire des 9 cardinaux le plus proches du pape, qui a un passeport diplomatique parce qu'il est citoyen du Vatican. Ce ne sont pas des intimidations du procureur qui vont changer grandement sa perception des choses. Il continuera à parler. Peut-être que l'accalmie peut durer peut-être pendant 2 mois ou 6 mois. Mais dès qu'il y aura une question de haute portée politique, le cardinal parlera, soyez-en sûrs. Et s'il ne parle pas comme cardinal, la Senko parlera. Voilà, surtout qu'il a dit que nous avons un même point commun, l'intérêt du peuple, et que nous sommes appelés à collaborer, à travailler ensemble. C'est-à-dire que désormais, ils parleront un même langage, si on peut traduire de la sorte ces propos. Je ne vois pas ce qui oblige les cardinals à avoir le même langage que le pouvoir en place. Parce que les cardinals, lorsqu'il fait ses sorties, généralement, il se base sur des faits. Parce que connaissant l'Église catholique, depuis un moment, ou sinon depuis l'arrivée de l'Église à Kinshasa, je n'ai jamais vu l'Église être proche du pouvoir. Même à l'époque de Kabila, là, l'IDPS était d'accord avec l'Église. Aujourd'hui, l'Église tire à balles réelles au régime en place. Aujourd'hui, ils ne sont pas d'accord avec l'Église. Je ne sais pas si aujourd'hui, les cardinaux, parce qu'il sera habité, parce que lui est au contact du peuple à tout moment. Si aujourd'hui, les chrétiens viennent lui dire, bah, écoutez, regardez ce qui s'est fait à gauche, à droite, il sera obligé de parler. Et c'est ce qui va pousser aujourd'hui les gens à dire, non, regardez, il était avec les chefs de l'État. Parce que c'est comme ça avec les militants, les partisans des partis politiques. Non, il était avec les chefs. Tout son biais moral. Non, mais non. Ah oui, dans des genres de rencontres, les cadeaux ne manquent pas. Hein. Bon, c'est ce que les Congolais disent. C'est ça qu'on m'a dit, les bâtés, pardon. Abimi, on n'a pas battu. Abimi, on n'a pas battu. C'est ça, au fait, ça tourne autour de ça. Les gens disent que non, il est venu, écoutez, il a fait quelque chose, il n'est pas plus parlé, on a acheté sa conscience, tout ça. Mais finalement, déjà qu'à l'Assemblée, on n'a plus d'opposition, sur le terrain, on n'a presque plus d'opposition. Mais si tout le monde est avec le régime en place, mais finalement, il n'y aura pas de sons de cloche contraires. C'est compliqué. Comment on va gérer un État comme ça? Il faudrait quand même qu'il y ait de temps à autre des gens qui sont contre vous, qui vous disent les failles qu'il y a dans votre gestion. Et ceci va vous aider à améliorer. Alors, si tout le monde est avec vous, ce serait inutile même. Parce que finalement, vous aurez l'impression d'être le roi soleil qui fait tout selon bon lui semble, il n'écoute personne, il n'y a pas d'erreur, il n'y a pas de failles, tout ça. Ça n'aurait plus de sens. Et puis, parce que ce n'était pas l'ordre du jour, mais permettez-moi de faire une digression. C'est quand même regrettable aujourd'hui pour un État. Les chefs de l'État doivent descendre très bas, Madame Gisèle. Aujourd'hui, les chefs de l'État
est obligé lui-même de rencontrer les députés. Et pourtant, nous avons des élections demain à l'Assemblée nationale. Le chef de l'État descend à ce niveau-là, lui-même, pour rencontrer les députés. Ce serait pourquoi les citoyens, les demander d'obtempérer les instructions venues du présidium. Vous voyez un peu où. Donc ça veut dire que non seulement on a déjà un retard à gauche, les institutions sont presque quasi inexistantes. Aujourd'hui, on a le chef de l'État qui doit se rabaisser au niveau de rencontrer tous les députés de la majorité lui-même. On amène ces pays où, madame? C'est quand même regrettable, c'est humiliant pour notre État. Les gens qui nous regardent à l'étranger, Donald Trump qui va aller rencontrer les grands électeurs lui-même pour leur demander de faire passer par exemple une loi ou de voter pour X ou Y. Vous voyez un peu le niveau? Parce que tout tourne autour du ticket d'année de l'Union sacrée. Donc le chef de l'État aujourd'hui va rencontrer les députés. Ben écoutez, je vous dis, il faut voter pour un tel, voter pour un tel. Non, c'est pas pour calmer un peu la tension, c'est quand même jouer un peu le rôle d'arbitre, parce que il semble n'est pas. Je ne sais pas comment j'ai vu le communiqué. Je ne sais pas comment on explique ces cadres-là. C'est dans quel cadre? Le chef de l'État a quelle casquette pour l'instant? Aujourd'hui à 14h, quand il va les rencontrer, c'est sous quelle casquette? Est-ce qu'il n'est pas chef de l'État? Est-ce que finalement le chef de l'État reconnaît son appartenance, reconnaît son poste d'autorité, comme on l'appelle encore, haute autorité de l'Union sacrée, qui va rencontrer les députés de l'Union sacrée? Oui, un peu. On met le chef de l'État dans quel cadre? On les reçoit dans quel cadre? C'est quand même regrettable. Je ferme la parenthèse, merci. Comme vous l'avez ouverte. Alors, après la rencontre avec le cardinal Christian Mollet, qu'est-ce que demain, on aura aussi une rencontre, par exemple, avec Joseph Kabila, avec les autres opposants, comme Ben ne souhaite pas que tout le monde s'aligne derrière le chef. Hein. Bon, déjà, il faudrait dire que c'est la position de l'Église, il faut bien lire l'histoire de l'Église catholique et ne pas résumer le problème à Mbongo. Il y a une théorie qui existe dans l'Église catholique qui s'appelle l'engagement social de l'Église, qui existe depuis très longtemps, depuis 1891 avec le Rerum Novarum. L'Église catholique a une ligne qui est une ligne d'engagement social et économique, qui fait que l'Église se met toujours à côté des plus pauvres et des plus petits et travaille à la dignité humaine. Cette position-là, c'est une position que tous les cardinaux de plus en plus développent, mais avec la nuance que chacun y met ses personnalités. Donc autant on aura l'engagement social sous Ambongo, qui sera très différent de ce qu'il a été sous le cardinal Mosengo, ou qui sera très différent avec celui qui viendra après. Mais l'Église demeurera dans sa logique, à savoir une Église à côté des plus faibles et pas des plus forts, au centre de la dignité humaine. C'est un engagement social qui existe depuis très très longtemps. Donc, en fait, pour moi, pas uniquement un problème d'Ambongo, mais un problème de doctrine de l'Église. Et peut-être quelle relation établir entre cette doctrine de l'Église et l'État comme pouvoir souverain. C'est là qu'il faut aller en profondeur, au-delà de voir la personne d'Ambongo. Maintenant, la problématique, je profite également de la question de la brèche que ouvre Ben pour l'aborder également, du président avec l'Union sacrée. L'Union sacrée a deux péchés. Le premier péché, c'est qu'il a adopté un modèle horizontal, qu'on appelle le présidium. Quand vous mettez en place un modèle horizontal, en termes de leadership, ça veut dire qu'il n'y a personne que dessus des autres. L'Union sacrée manque un cœur, il manque un pivot fédérateur qui rassemble les gens autour. Et d'ailleurs, on l'a vu, lorsque les membres du présidium se sont opposés pour que chacun occupait le poste du président de l'Assemblée, il manquait un arbitre parce que tous étaient opposés et le président lui-même n'a pas voulu jouer l'arbitre. On a dû utiliser la primaire comme mode de résolution des tensions et des ambitions des uns des autres. Et donc il manque un cœur. Le système Kabila, son prédécesseur, avait l'avantage d'avoir un Akatou Mamake, qui était un homme de l'ombre et donc n'avait pas d'ambition personnelle en sens de poste et qui pouvait prendre la distance pour gérer les ambitions des autres. Le problème, c'est que tous les membres du présidium ont eux-mêmes des ambitions et donc sont à la fois partis et juges. Ça ne fonctionne pas comme ça. Comment vous allez arbitrer les ambitions quand vous avez vous-même les ambitions? Vous commencez par mettre vos propres ambitions devant ou les ambitions du collectif. Donc il manque un cœur. Deuxième péché, c'est qu'il sort des élections qui ont totalement changé les rapports de force à l'intérieur. Ça veut dire un président Bosso, qui est membre du présidium, n'a qu'en réalité 9 députés, avec la CRD. Et qu'en termes numériques, le président Bosso n'a pas plus de force que Tony Chikou, qui amène plus de députés que lui dans l'AAP. Mais quand il faut décider, c'est le présidium qui décide. Vous avez un premier ministre Sama, avec sa plateforme ANB, qui a plus de députés
que par exemple que Mosso. Mais quand on met en place le ticket du bureau, l'ANB n'a pas de fonction. Donc le rapport de force a changé avec les élections. Mais ce qui garde le président, c'est toujours la configuration ancienne. Et donc soit on aurait dû, en début de mandature, changer le bureau pour qu'il corresponde au nouveau rapport de force, soit trouver un modèle consensuel pour que les négociations s'effacent en négociant avec les chefs des regroupements. Malheureusement, ces approches n'ont pas été mises en avant et donc on a aujourd'hui un blocage entre le bureau du présidium et la plénière députée qui remettent en question les choix du présidium. Est-ce que le président peut servir d'arbitre à défaut d'avoir un verrou et un pivot? Parce qu'il n'a pas de pivot. Ben, il sera obligé lui-même de créer un Kingakati bis, donc il va réunir les députés comme on le faisait Kingakati avant, pour que autour de lui, il devienne lui-même le cœur, à défaut d'avoir un pivot. Parce que l'organisation actuelle ne favorise pas un pivot. Je pense que ce que l'Union sacrée devrait faire, c'est se remettre en question et mettre en place une nouvelle organisation qui tienne compte des nouveaux rapports de force. Ben, vous avez la réponse par rapport à votre... C'est-à-dire qu'il n'y a pas de différence entre Félix Tshisekedi et Joseph Kabila, il faut l'acter. Ah, c'est vous qui le dites, hein. Non, mais au regard de l'analyse que j'ai suivie avec l'éloquence de ces plateaux, c'est ce qu'il faut déduire. Mais il n'y a plus de différence. Les fondamentaux ne changent pas. Nous avons une classe politique qui n'est pas régie par une idéologie. Nous avons une classe politique d'intérêt qui tourne autour d'un cœur, d'un pouvoir. C'est ça le problème. Les fondamentaux qu'on trouve et dans le système Kabila et dans le système Tshisekedi. Tout le monde qui est là, c'est pas parce qu'ils sont sociodémocrates ou parce qu'ils partagent une vision. C'est parce qu'ils partagent un régime et des intérêts autour d'un pouvoir qui tourne autour du pouvoir, c'est Tshisekedi. Et il y aura notre président que le même système se mettra en place autour de lui. Parce que l'essentiel derrière son transhumant. Et donc c'est ça malheureusement le système politique au Congo. Et comme le président ne se décide pas encore à mettre en place une architecture qui lui permette d'être dans l'ombre et d'avoir des pivots devant, c'est lui-même qui sera obligé de jouer les pivots. Et fort malheureusement, il perdra un temps en arbitrage, il perdra un temps plutôt que de consacrer à des questions de gouvernance du pays, il perdra du temps à gérer les affaires privées, parce que l'Union sacrée est affaire privée. Voilà, kiosque est fini. Mais vous n'avez pas répondu à ma question, hein, parce qu'on peut aussi penser à une prochaine rencontre avec Joseph Kabila, par exemple, parce qu'il y a aussi des malentendus. Tout dépend de la démarche. Est-ce que la démarche, c'est d'avoir une cohésion par rapport à la guerre? Si le président pense lancer à partir du cardinal une démarche visant à rassembler les Congolais sous la guerre, cette démarche s'attendra. S'il s'agit simplement d'une question particulière, parce que la stature apostolique voudrait calmer les tensions entre l'Église et l'État, cette démarche particulière a pris fin. Tout dépend de la démarche qu'entame le président. Merci. Voilà. Merci Christian Moleka. Merci Ben Kaembe. Merci à vous fidèles téléspectateurs. Merci à l'équipe technique, Georges Libengue, Marité Godot, Alain Kabongo, Bruno Nzinga, Christian Banjolo et Ruben Kanyema. Madame, Monsieur, merci à vous. Je vous retrouve lundi avec le même plaisir. Bon début de week-end à tous. Au revoir.